Vous êtes avec nous sur Médiane TV, donc sans transition, je prends la place de Pape Diouf. Pourquoi? Parce que c'est jeudi et c'est l'heure de la chronique santé. Pape est avec nous, il va participer également à cette belle discussion, une discussion consacrée à ce troisième tiers d'Octobre Rose, ce mois de sensibilisation et de récolte de fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Je suis sur le plateau avec vous, docteur Hossam Haddad. Comment ça va, docteur? Très très bien. Un plaisir de vous avoir. Merci. Plaisir vous êtes oncologue. Vous avez fait le déplacement dans nos locaux. Avec plaisir. Et on va parler justement de ce troisième tiers, de ce mois complet. Oui. Mais étant donné que nous sommes le 20, il reste encore, on va dire quoi, 11 jours. Oui. Exactement. Alors, c'est une campagne mondiale à deux volets. Celui de la prévention, de la sensibilisation surtout, et celui de la récolte de fonds. Donc on va y aller petit à petit. Au niveau de la sensibilisation, est-ce que ce mois de mobilisation sert à quelque chose véritablement ? Oui, il sert énormément il sert à beaucoup de choses en fait, dans la mesure où on a remarqué au fil des années qu'avec cet Octobre Rose, il y a peut-être l'incidence qui a augmenté parce qu'on a remarqué qu'il y a plus de patients qui consultent, il y a plus de patients qui sont sensibilisés à cet égard. On n'a plus la patiente qui regarde un petit nodule et qui le laisse évoluer jusqu'à une tumeur qui envahit les autres organes. On a de plus en plus de diagnostics précoces. Donc on a peut-être remarqué qu'il y a plus de cas parce qu'il y a plus de sensibilisation, mais en même temps, en matière de stades, on a beaucoup plus de stades précoces et beaucoup moins de stades évolués, de stades métastatiques. Et donc moins de décès. Exactement. Et donc moins de décès. Alors ce cancer du sein, docteur Hossam Haddad, il représente 35% en moyenne, je pense, des cancers féminins au Maroc. Tout à fait. C'est un cancer qui est important. C'est le premier cancer féminin ? Et si on prend les deux sexes, déjà c'est le premier. Et si on prend le cancer le sexe féminin, c'est le premier cancer bien entendu. Et il constitue avec le cancer du col utérin la moitié des cancers féminins. Donc ce qui veut dire que c'est le tiers pratiquement des cancers de la femme. Et donc il prend une proportion énorme. Alors pendant ce mois de campagne, on parle beaucoup de dépistage. Le dépistage est important, on va en parler. La prévention aussi. Oui. Est-ce qu'on peut prévenir, avant de parler de dépistage, est-ce qu'on peut prévenir le cancer du sein ? En matière de cancer du sein, en fait, on parle de prévention primaire, oui, quand il s'agit de cas qui ont déjà des prédispositions génétiques. Donc, quand on a des BRCA, on les appelle BRCA 1 et 2, qui sont des mutations génétiques qui vont faire que les cellules mammaires vont se transformer en cellules cancéreuses. Mais comment on peut savoir qu'on a cette prédisposition génétique ? Quand on fait une enquête génétique, quand on a déjà ce qu'on appelle un cas index, c'est un cas dans la famille qui a déjà eu le cancer du sein. Quand on a d'autres cas, on voit un généticien qui fait ce qu'on appelle un arbre généalogique. Et là, on voit les cas sains, les cas qui sont malades. Et à ce moment-là, on juge de l'importance de l'étude génétique. Il y a aussi des cas particuliers, comme quand on a un sein chez une femme jeune, une femme de moins de 35 ans qui a fait un cancer du sein, c'est une indication à une enquête génétique. Un cancer du sein bilatéral, c'est aussi un cas. Donc ça, c'est des cas, entre autres, chez qui on doit faire l'enquête génétique. Et s'il s'avère que les autres membres ont cette mutation, on peut faire cette prévention primaire qui consiste en fait à faire une mastectomie bilatérale. On connaît bien une actrice qui est célèbre et qui l'a fait parce qu'elle avait justement cette mutation qui était positive. Par contre, on parle aussi plus fréquemment de la prévention secondaire. Ça veut dire... Alors, pardon, une petite question par rapport à ce bilan. Est-ce qu'il coûte cher ? Il coûte encore cher, malheureusement. Donc, il coûte aux alentours de 3 000 €, disons, en moyenne. Donc ce n'est pas à la portée de... Pas à la portée de tout le monde. Il y a des CHU qui sont en train de développer ça, l'étude à l'échelle universitaire, mais c'est encore à l'échelle... Donc c'est des études qui sont généralement sous-traitées à l'étranger. D'accord. Oui. Donc... Mais ça reste, il ne faut pas oublier que ça reste des cas rares. Donc les cas où on a cette prédisposition génétique, il faut oublier que c'est pratiquement 5% de tous les cancers féminins. D'accord. Juste une autre question par rapport à ça, aux membres de la famille. Est-ce qu'il y a un classement, que si c'est la mère, ou si c'est la tante, si c'est la grand-mère, si c'est la cousine, il y a une incidence par rapport à ça ? Bien sûr, en fait, plus il y a des parents, ce qu'on appelle de premier degré. Un premier degré, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas de transition pour y arriver. Ça veut dire père, mère, fils, fille ou frère, sœur. Donc ça, c'est un lien direct. Plus on a des parents de premier degré qui sont atteints, plus on a des risques de développer ça. D'ailleurs, parmi les facteurs de risque connus, c'est les antécédents
personnels, mais aussi les antécédents familiaux d'un cancer du sein. Ceci dit, il y a des cas qui sont génétiques, où la génétique est confirmée, et parfois on a des cas familiaux, on fait cette étude génétique, mais elle est malheureusement négative. Ça veut dire qu'il y a d'autres gènes qui sont là, qu'on n'a pas encore découverts. Découvert, absolument. Alors ça, c'est pour la prévention primaire. Mais une prévention secondaire. Tout court. De la même manière, par exemple, que pour le diabète, l'hypertension, ce genre de maladie chronique, d'ailleurs le cancer aussi aujourd'hui est classé en maladie chronique, est-ce qu'il y a moyen de le prévenir tout simplement? La prévention, elle passe aussi par le dépistage. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un autre type de prévention, c'est une autre échelle, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Ça veut dire la prévention secondaire, elle consiste principalement en le dépistage et en le diagnostic précoce. Diagnostic précoce, ça veut dire dès les premiers signes. Donc, on a déjà quelque chose qui évolue. Le dépistage, c'est ce qu'on appelle des cas asymptomatiques. Ça veut dire une femme qui arrive à 40 ans, qui n'a aucun symptôme et qui va aller faire son dépistage avec une écho-mammographie. Docteur, quels sont aujourd'hui les symptômes qui permettent de reconnaître le cancer du sein? Les symptômes, on peut les avoir d'abord à travers un examen des seins. C'est une autopalpation ou bien c'est une palpation par un examen, par un médecin, pardon. Donc, une autopalpation, ça consiste à palper après la fin des menstruations, à palper les seins, c'est à ce moment-là où les seins sont détendus, à palper principalement sous la douche, avec tous les cadrans du sein, sans oublier la plaque aréolo-mamelonnaire, en palpant les seins de manière bilatérale. Et au mieux, de palper chez son médecin traitant, qu'il soit généraliste ou gynécologue ou oncologue. En fait, il n'y a pas de, pardon, Pape, c'est pas des symptômes comme un rhume. Il n'y a pas, je pense, il n'y a pas un bouquet de symptômes apparents. C'est très insidieux, assez insidieux le cancer du sein. Assez insidieux. Mais quand on parle d'un diagnostic précoce, ça veut dire dès les premiers symptômes, ces symptômes, on peut les avoir à travers une autopalpation. Quand on palpe, on connaît la notion de breast awareness. Ça veut dire que c'est la femme qui connaît le mieux ses seins. Et donc, elle qui va s'autopalper chaque mois, et en découvrant quelque chose qui lui paraît anormal, qui lui paraît différent des autres cycles, elle va à ce moment-là consulter chez son médecin. Donc, ça peut être une petite induration, ça peut être une asymétrie entre les deux seins, ça peut être des douleurs, en sachant que le sein n'est pas toujours douloureux. Le cancer du sein, le cancer n'est pas toujours douloureux. Alors, autre chose par rapport à ça, c'est que ce mois rose, c'est donc, on a parlé de sensibilisation, mais c'est aussi la récolte de fonds pour faire avancer la recherche scientifique. Tout à fait. Est-ce que nous, pays africains, continent africain, on a les moyens d'aspirer à ce volet-là aussi du mois rose, ou bien on en est encore, malheureusement, uniquement qu'à la prévention, qu'au dépistage? Non, on est encore en fait, on est à la phase de consommation, ça veut dire qu'on est consommateur de recherche des autres, de recherche scientifique, mais il ne faut pas oublier que aussi il y a des essais cliniques qui se font aussi au Maroc et qui s'inspirent des études internationales. Il y a en fait un institut de recherche sur le cancer qui est là au Maroc et qui finance aussi des études scientifiques, des essais cliniques qui sont très intéressants. Ce qui est intéressant aussi, il ne faut pas oublier, c'est que la population mondiale, elle est différente de la population marocaine. D'où l'intérêt de faire des études, soit multicentriques, dans lesquelles on essaie de palper cette hétérogénéité de population, soit des études par pays, qui vont nous permettre de voir cette particularité marocaine, maghrébine et africaine. Tout à fait, absolument. Alors, à votre avis, pourquoi le Mexique, la Turquie sont des pays à faible taux de cancer? Faible taux, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut surtout voir avec les épidémiologistes, ceux qui s'occupent aussi des recherches, des registres contre le cancer, parce qu'ils voient un peu cette hétérogénéité entre les pays. On sait que, on ne va pas dire que le cancer n'est pas fréquent dans certains pays. Il y est en fait. Sauf que c'est la répartition qui change. On va dire par exemple qu'au Maroc, c'est le cancer du poumon qui est le premier cancer. On va voir aussi dans d'autres pays que le premier cancer, chez l'homme. On va prendre là aussi chez d'autres pays où il y a le cancer de la prostate.
Dans d'autres pays aussi, il ne faut pas oublier que souvent le cancer du sein est le premier cancer chez la femme, en fait, à l'échelle mondiale pratiquement. Mais c'est la répartition qui change. On a dans certains pays le deuxième cancer, c'est le cancer du col, surtout dans les pays en voie de développement. Dans d'autres pays, c'est le cancer de la thyroïde. Il ne faut pas oublier aussi le cancer colorectal, qui reste aussi un cancer fréquent. Donc c'est la répartition qui change. Mais disons qu'en globalité, le cancer est là, il sévit malheureusement. Il n'épargne aucun pays. D'où l'intérêt de consulter au moindre symptôme, où il faut l'évoquer à chaque fois qu'un des symptômes est là, bien sûr sans rentrer dans l'anxiété, pour ne pas faire paniquer tout le monde, mais au moins il est là. Pape, un petit mot? Ça va concerner la présence de l'homme qui doit être présent, qui doit accompagner la femme atteinte de cancer du sein. Vous êtes docteur, vous recevez souvent des femmes atteintes souvent aussi de cette maladie. Est-ce qu'elles sont souvent accompagnées par leur époux? Très belle question, c'est très pertinent comme question. C'est très hétérogène en fait. On est malheureusement encore au stade de femmes abandonnées par leur mari parce qu'elles ont perdu le sein qui est entre guillemets le signe de féminité aussi, parce qu'on a enlevé l'utérus, mais ce qui est important, c'est que dans une consultation, on doit recevoir le couple, parce qu'il faut leur expliquer que l'intimité et la vie de couple n'est pas du tout touchée par le diagnostic de cancer et par un geste opératoire. Au contraire, il y a toujours une vie, pleine vie après un cancer. Il y a des patients qui vivent 40 ans après leur diagnostic de cancer et qui reprennent leur vie, qui ont après des enfants. Donc c'est vraiment, le cancer, c'est une étape qui est passagère, et après il y a plein d'espoir, plein de vie après le cancer. Pour que ce soit une étape passagère, il est important de dépister la tumeur de façon assez tôt, parce que plus on dépiste tôt, plus on a les traitements qui sont moins lourds, plus conservateurs, et plus le pronostic est bon et la survie est longue. Merci beaucoup, Dr Hassam Hadden. Merci beaucoup d'avoir été là. Pape. Merci aussi à vous, Yasmine. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Voilà qui referme ce journal. L'info se poursuit sur Média TV et Média TV Afrique.